Bien. Alors, je pense que vous avez compris, si on combinait, on peut avoir peut-être deux définitions. On peut considérer la prévention combinée comme étant une approche qui vise à construire des synergies entre différentes stratégies. Une stratégie dite comportementale, c'est-à-dire qui vise à changer les comportements individuels ou les comportements collectifs à risque de transmission du virus au profit de l'adoption de comportements plus sûrs. On combine donc ces préventions dites de comportement avec des stratégies structurelles qui visent à attaquer les causes d'un certain nombre de problèmes. Par exemple, on a des discriminations et des stigmatisations, et il y a nécessité de légiférer, de changer un certain nombre de textes de loi, un certain nombre de politiques qui permettent justement de lutter contre les discriminations et contre la réduction d'un certain nombre de droits. Il y a aussi la nécessité d'intervenir sur le plan économique. Des personnes qui sont fragiles et qui sont vulnérables économiquement, et donc vulnérables à plein de risques. Il y a aussi des facteurs culturels, des facteurs sociaux, des facteurs liés à l'alimentation, à la nutrition, des facteurs politiques qui peuvent être source justement de comportements à risque et qui peuvent conduire à une augmentation des risques de contamination et d'extension de l'épidémie. Il peut y avoir aussi des stratégies biomédicales. Et je crois que c'est l'essentiel de ce qu'on a entendu depuis ce matin. Dans le domaine des stratégies biomédicales, on a plusieurs options, plusieurs solutions, plusieurs offres. On a parlé de disponibilité des préservatifs. On peut parler aussi des différentes stratégies de prévention, des stratégies de dépistage. On peut aussi parler de l'utilisation et de l'adoption des traitements, avec toutes les variétés de traitements, et notamment les nouveaux outils de traitement, les nouvelles avancées sur le plan des innovations thérapeutiques. Donc, c'est un peu cela que je voudrais qu'on discute avec les panélistes. Et je voudrais rappeler deux choses. La première, c'est que chaque panéliste va répondre à une question, 5 minutes, 6, 7 minutes, et puis, surtout, parler de la manière la plus franche, la plus directe de vos expériences et de la réalité. Parce que les discours et les normes et les politiques, on les connaît. Ils sont dans les documents et tout le monde les connaît. Par contre, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Comment les choses évoluent? Quelles sont les contradictions? Quelles sont les initiatives? Quelles sont les solutions? Comment on peut faire mieux? C'est ça ce qui nous préoccupe. Donc, pas de langue de bois, s'il vous plaît. Allez-y directement aux problèmes et aux modalités de solution et de travail collectif pour aller plus loin. Voilà un petit peu les deux recommandations, une recommandation de temps et une recommandation de contenu. Je voudrais commencer par vous, Amel. Et je voudrais vous demander, vous qui êtes engagé de manière très active dans le domaine de l'animation de groupes de parole, n'est-ce pas, notamment avec les femmes, je voudrais vous demander quelles sont les leçons, quels sont les enseignements que vous tirez de ces groupes de parole et comment cela peut contribuer à ce qu'on appelle la prévention combinée, qui a été présentée tout à l'heure par le Dr Amarange, et par rapport aussi au dépistage communautaire. Quelles sont les leçons, qu'est-ce que vous en tirez de votre expérience dans ce domaine, Amel? Pas de 5 minutes. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amel, je suis animatrice des groupes de parole des personnes vivant avec le VIH. En même temps, je suis membre du conseil d'administration à la PCS. Et je suis une personne vivante avec le VIH et j'ai une grande expérience au niveau de ce domaine. Bon, je vais présenter les groupes de parole. C'est des groupes de parole des personnes vivant avec le VIH. Je vais vous présenter comment ils se sont réalisés. Pardon. Voilà. En 2006, la PCS a décidé de créer des groupes de parole et les héberger au siège de la PCS en recrutant une PVVH. En 2007, la première PVVH a intégré les groupes de parole. En 2010, deux groupes de parole, Wilaya et hors Wilaya. Et à partir de 2015, jusqu'à présent, plus de 40 et plus de PVVH
VIH qui viennent assister au groupe de parole au siège de la PCS, chaque mois entourés de l'animatrice qui est à leur écoute et leur donner son expérience au niveau du VIH. Et aussi décrire les problèmes qui se posent et les transmettre au président de la PCS pour les résoudre. Depuis, les PVVH ont décidé de travailler sur eux-mêmes, l'estime de soi et aussi défendre leurs droits, comme le sit-in de 2011 pour la rupture de traitement. Les PVH ont sorti le premier jour de Ramadan devant la porte de la direction de l'hôpital. Ce jour était inoubliable et on a été accepté et compris. Et après 3 jours, on a eu notre traitement du VIH. Bon, le principe des groupes de parole, c'est la promotion de notre expérience, l'interaction entre pairs et VIH, mobilisation des soignants, implication associative et communautaire, mariage cette année, plus de 10 couples comme chaque année. Les femmes qui viennent au niveau du groupe de parole, il y a une rencontre entre les hommes et les femmes qui nous appellent au téléphone, on fait des rendez-vous et on comprend, on parle avec la personne et on parle avec l'homme et on comprend qu'est-ce qu'ils veulent. Et après, il y aura une rencontre avec la famille et il y aura le mariage, bien sûr, si s'entendent. Ça fait presque des années qu'on fait ça et on a réussi à le faire, bien sûr. Et implication les PVVH acceptent tous les, par exemple, sans discrimination. Une PVVH, une nouvelle PVVH, par exemple, elle est encadrée par une ancienne PVVH pour lui donner son expérience pour l'acceptation de la maladie, parce que c'est très difficile. Il y a, comme elle est en premier, elle est détectée, elle a peur de déclarer qu'elle est une personne vivant avec le VIH. Surtout devant la famille, surtout devant les gens, surtout quand elle part au service infectieux. Et quand on rentre au groupe de parole, on encourage à vivre normal comme nous. Parce que moi, le premier temps, par exemple, j'étais en dernier stade et j'ai travaillé et j'ai travaillé sur moi-même et j'ai été encouragée par le premier jour. En 2007, j'ai été orientée. En même temps, je me suis acceptée pour la maladie et je remercie le président, professeur Tejdi, et professeur Alazer, bien sûr, qui m'a encouragée d'accès à la PCS. Et depuis ce temps, je travaille toujours à la PCS et je n'ai senti aucune discrimination et aucune stigmatisation au niveau du VIH. Je suis très contente d'être. Les gens ont peur du VIH, mais moi je n'ai jamais eu peur. Parce que pourquoi? Il m'a encouragé de vivre normal, il m'a donné le soutien, il a donné la puissance, il m'a donné l'encouragement et la défense de moi-même, et défense aux autres femmes. Je suis militante et je suis fière de l'être, et je remercie tout le monde qui m'a aidée, et je suis contente d'être parmi vous. Merci. Merci beaucoup, Anna, pour ce témoignage. Merci beaucoup pour ce témoignage vivant qui montre l'intérêt justement de ces groupes de parole et du respect des droits de chacun. Je voudrais maintenant me tourner et demander à notre prochain panéliste, Othman, qui pas dans les paroles seulement, l'approche biomédicale dominante. On vient d'entendre Amel qui nous a parlé des différentes dimensions du problème de la maladie, comment elle est vécue au niveau collectif et individuel. Donc, comment dépasser de manière effective l'approche biomédicale dominante tout en l'incluant? Parce qu'il ne faut pas l'exclure, il ne faut pas la refuser, il ne faut pas la marginaliser, loin de là. Donc, comment dépasser de manière effective cette approche biomédicale dominante tout en l'incluant dans une démarche de prévention combinée multidimensionnelle? Quelles sont les mesures que vous, Othman, vous suggériez? Quelles sont les mesures précises qui seraient à prendre et à mettre en œuvre? Ok, c'est bon. Normalement, c'est bon. Merci beaucoup pour M. Midoud Kadar. Merci pour la première intervenante qui a un petit peu planté le décor par rapport à ce qu'on voudrait exprimer par rapport à cette concentration de
de la réponse nationale en Algérie en tant que problématique médicale. Il faut revenir un petit peu à l'historique pour compter un petit peu le décor, parce qu'il faut savoir que l'Algérie est un pays où on a hérité à l'indépendance d'un système de santé, d'une problématique de santé très très grave. Il y avait beaucoup de problèmes de santé, il y avait beaucoup de problématiques liées à la santé publique qu'il fallait relever, d'où la mise en place d'un système de santé qui était vraiment centré sur la réduction la réduction de toutes les problématiques de santé qui se posaient, avec en construction d'un système de santé qui était très puissant. Donc on a mis en place un système de santé qui répondait aux besoins, c'était des besoins extraordinaires en matière de santé. On a mis un système de santé qui était vraiment très puissant. Et on a donc à travers cette histoire, ça a très bien fonctionné dans les années 60, 70, 80. Donc on avait un système de santé très performant qui répondait aux besoins de santé publique en Algérie. Mais entre-temps, il y a eu un changement de profil épidémiologique. On a eu une transition d'épidémiologie en Algérie et on a eu des problématiques qui sortaient un petit peu. Oui, certes, c'était des problématiques médicales, c'est-à-dire que des problématiques de santé en premier lieu, le VIH-Sida est un problème de santé en premier lieu, mais qui faisait aussi référence à des comportements. Donc on a un autre élément qui est entré en jeu et dont le système de santé algérien n'était pas prêt pour pouvoir relever ce défi. Donc, on a eu beaucoup de problématiques. Les premières réponses en Algérie au VIH-Sida, c'était des problématiques sanitaires 100%. Donc, il y avait un problème de santé, on doit réguler le problème d'ARV, de prise en charge. On a fait la création des centres de prise en charge, on a fait l'intégration des traitements. On est l'un des premiers pays en Afrique à avoir intégré les traitements les ARV, pour vous dire que la réponse était vraiment très bonne réponse. Mais on avait oublié qu'il y avait un autre problème, c'était le problème comportemental, c'était que cette épidémie était concentrée dans la population clé. Et comment on va aller vers ces populations clés? C'est pas les services de santé qui ne sont pas formés, qui n'ont pas l'attitude, qui n'ont pas la réglementation pour aller vers ces populations. Donc, il fallait intégrer une autre approche, l'approche communautaire. L'approche communautaire telle qu'elle a été créée dès le début, donc effectivement, il y avait des associations qui étaient vraiment dans la réponse nationale dès le début. On a parlé ce matin du plus haut engagement politique pour mettre en place le Comité national de lutte contre le sida, qui intégrait la société civile en tant que partie prenante, intégrante et au même titre que les autres institutions. Ça, c'est une avancée très claire, effectivement. Mais la problématique maintenant, c'est comment justement arriver à mettre en place des programmes de sensibilisation, de prévention qui sont ciblés sur les besoins de cette population. C'est ça la vraie problématique. On a mis en place des programmes de sensibilisation, des programmes de prévention combinés qui assurent et le dépistage et la communication pour le changement de comportement, mais à travers des éducateurs pairs. C'est-à-dire, là, on a fait entrer en jeu un autre acteur qui est un acteur essentiel pour le VIH-Sida, c'est les éducateurs pairs, c'est des personnes qui sont issues de ces communautés, pour qu'on arrive à identifier, à former et à réintroduire dans ces populations pour pouvoir faire de la prévention. Et surtout maintenant, depuis que le Covid est là, mais c'est pour le Covid, il n'y a pas eu que des problématiques, mais oui, effectivement, en Algérie, on a eu l'autorisation de faire le dépistage communautaire parce qu'il y a eu le Covid. Parce qu'il y a eu une diminution de l'offre de services de santé de par les CD, donc de par les centres de dépistage. Il y a eu une très grande problématique de répondre aux besoins de ces populations. Donc, il y a eu ouverture
du ministère pour ce dépistage communautaire. Et Dieu sait qu'une des associations qui a milité pendant des années et des années pour l'introduction du dépistage communautaire, c'est la PCS. Donc la PCS était pionnière dans ce dépistage communautaire et ils ont fait beaucoup pour que ça avance dans ce sens. Maintenant, comment aller plus loin alors, Ajman? Comment aller plus loin? C'est ça. Comment aller plus loin? Maintenant, c'est de réexaminer carrément l'offre qui est établie au niveau national. Réexaminer de près l'orientation, l'ampleur, la composition et l'intensité de ces programmes de prévention. Pourquoi? Et pour une évaluation de toutes les interventions, de tous les acteurs, afin d'harmoniser. Parce qu'il y a des acteurs, il y a des interventions, mais on doit avoir une harmonisation de toutes ces actions pour pouvoir avoir de l'impact sur les populations. Deuxièmement, c'est améliorer les performances de ces programmes, car il reste beaucoup de marge d'évolution afin d'atteindre l'efficience, surtout dans un contexte de réduction drastique de ressources financières et de problématiques d'augmentation des besoins. Donc, tout ça, on doit réfléchir ensemble, on doit mutualiser, on doit mettre en synergie tous les efforts des uns et des autres, que ce soit institutionnel ou communautaire, parce que le communautaire, là, qu'est-ce qu'il demande? C'est d'être un partenaire de complémentarité avec l'offre de services institutionnels. On ne veut pas se substituer. Voilà, en aucun cas on veut se substituer à l'action du ministère de la Santé et au service de santé. Au contraire, on veut aller là où le service de santé ne peut pas aller, là où il y a des gaps d'intervention, et c'est là où le communautaire pourra faire de la plus-value parce qu'il a l'expertise. Il a l'expérience. On a des associations qui sont là depuis 30 ans. Ils ont l'expertise, l'expérience, et ils sont dans le partage. Maintenant, le troisième défi, c'est développer la couverture. On a parlé de l'Algérie, un pays continent. Effectivement, développer la couverture. Comment développer la couverture? Il faut savoir qu'il y a 5 associations thématiques en Algérie. On va pas couvrir l'ensemble du territoire algérien avec 5 associations. On est pour l'ouverture, pour qu'il y ait d'autres associations à intégrer dans cette approche, dans une dynamique de partage, de renforcement de capacités mutuelles. Il y a aussi l'élaboration de plans sectoriels. M. Sidi Mohamed a parlé ce matin des plans sectoriels institutionnels, mais aussi communautaires. On ne doit pas. Maintenant, on est arrivé à un point où l'épidémie, elle est tellement concentrée, on a tellement de besoins ressentis de ces populations qu'on doit aller vers une démarche vraiment scientifique, basée sur des données scientifiques, pour pouvoir donner de l'impact sur le terrain. Un dernier mot, M. Ahmed? Pour le dernier mot, moi je voudrais parler surtout comment on appelle ça, des plaidoyers à faire. Il reste beaucoup de plaidoyers à faire et on le fera ensemble. Le VIH-Sida n'est pas l'apanage de la société civile ou des associations thématiques ou bien de l'institutionnel. C'est ensemble qu'on pourra faire avancer les choses pour justement ne manquons pas l'occasion de réduire drastiquement l'épidémie et de pratiquement l'éliminer de l'opportunité de mettre fin à la menace que représente le sida pour la santé publique d'ici 2030. On en a les capacités, on a les outils, on a la matière. Travaillons ensemble, mettons ensemble en synergie tous les efforts pour pouvoir réussir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que le message est très clair. L'approche conventionnelle, l'approche classique, l'approche institutionnelle, elle est indispensable. Elle est nécessaire. Elle est déjà là. Elle a été développée depuis l'indépendance et elle a été augmentée ces dernières années. Mais elle ne répondra jamais aux défis que nous avons. Et c'est l'importance de la complémentarité et de l'élargissement. Au-delà de la structure institutionnelle sanitaire, comme disait tout à l'heure Dr Hakim, il faut aller aussi mobiliser des autres secteurs. Et évidemment donner plus de place à la société civile dans cette réponse.
Je voudrais demander justement à Dr Simhan, qui est chargé du programme de lutte contre le VIH au niveau du ministère. Je voudrais savoir un petit peu comment le ministère et le programme comptent améliorer les relations entre le secteur public classique, conventionnel, les hôpitaux, les CDR, les CHU, les centres de santé, les polycliniques, pour promouvoir sur le terrain la prévention combinée. Parce que quand on dit combinée, ça veut dire combiner les ressources, l'expertise, les capacités, l'expérience, et du secteur public, qui a une expertise médicale, biomédicale importante, et le secteur communautaire, qui a une expérience sur le plan, justement, de l'accompagnement social, psychologique et comportemental. Comment, justement, le ministère vise à un peu promouvoir sur le terrain la prévention combinée, et comment accélérer la mise en œuvre, par exemple, des outils ou des innovations dont on a parlé ce matin, par exemple les autotests. On a parlé de la PrEP. On étend un petit peu pour aller beaucoup plus loin et pour qu'on bénéficie de ces de nouveaux outils tout en tenant compte justement du contexte du pays. Merci, M. Kada. Je tiens à remercier M. Gorouba pour leur intervention. Moi, je vais juste continuer dans cet esprit. C'est-à-dire, lorsqu'on a parlé du VIH, j'ai parlé ce matin du VIH, on a dit que le VIH n'est pas l'apanage que du ministère de la Santé ou des associations, donc il faut intégrer tout le monde. Et c'est vrai que le ministère de la Santé, et vous le savez tous, que les institutions, c'est-à-dire lorsque les institutions, il y a certaines réglementations, des fois c'est très difficile à changer lorsque certaines réglementations, certaines lois, pour modifier une loi, modifier un texte, ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Mais n'empêche, comme dit M. Gorouba, on a travaillé parce que depuis des années, ces associations, la société civile travaille avec le ministère et on est en train de travailler ensemble. On n'a pas fermé les portes, que ce soit à ces associations thématiques ou à d'autres associations qui veulent travailler dans le cadre de la santé, mais n'empêche, il y a certains obstacles qu'on doit éliminer, on doit un petit peu alléger certaines réglementations. Et de ce fait, lorsqu'on a fait le dépistage communautaire avec les associations, c'est vrai que selon la définition, ce n'est pas exactement un dépistage communautaire, mais n'empêche, c'est-à-dire avec ces conventions, on a réussi à faire des conventions avec ces associations. Et l'offre du service, c'est-à-dire on est conscient, lorsque j'ai dit ce matin, c'est-à-dire on est conscient de la dynamique de l'épidémie. On est conscient que sans franchir cette étape, on ne pourra jamais atteindre les objectifs fixés, on ne pourra jamais réduire l'impact, que ce soit du VIH ou de certaines, parce qu'on parle d'une prévention combinée. Et au niveau du ministère, ça fait depuis des années, même les premiers textes qui relèvent des centres de prise en charge, on parle déjà à l'époque de 2007-2008 du dépistage intégré. C'est-à-dire lorsque la personne se présente à la structure, on essaie de la toucher, puisque ces maladies ou ces infections, dans la majorité, ont les mêmes facteurs de risque et ça touche pratiquement les mêmes populations. Donc, on a une vision globale, on essaie de les toucher de manière globale pour apporter une solution. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire encore plus? C'est-à-dire, on travaille toujours avec ces associations. Ça a été noté par M. Gorouba, c'est que actuellement, la couverture par ces associations ne touche pas tout le territoire. C'est-à-dire, on doit trouver comment essayer de travailler avec ces associations pour renforcer leur rôle. Pourquoi pas intégrer d'autres associations qui sont dans d'autres régions, et le fait que les associations actuelles qui travaillent avec nous ont une longue expérience, ils peuvent déjà accompagner les nouvelles associations pour mieux
avoir la même expérience dans ce domaine. Je ne sais pas. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, retenez tout ce qui a été dit et dans quelques minutes, on ouvrira le débat avec la salle et vous aurez la possibilité de faire des commentaires et de poser des questions. Je voudrais passer maintenant au docteur Zaoud, qui lui est sur le terrain hospitalier en tant que clinicien, en tant que spécialiste des maladies infectieuses au CDR du CHU d'Oran et, comme on l'a dit depuis ce matin, qui est confronté à des problèmes sérieux, notamment de disponibilité des ARV et de la prise en charge des malades. Donc je voudrais un petit peu qu'il nous donne quelques précisions sur la réalité des traitements dans votre centre en termes de qualité, en termes de continuité d'accès aux médicaments essentiels et aux innovations thérapeutiques qu'on a évoquées tout à l'heure. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut se préparer ou est-ce que c'est un rêve impossible? Et quelle est votre expérience dans ce domaine, Dr Zaoud? Merci, M. Khattab. Je remercie les panélistes qui ont intervenu. Je remercie l'IAS et M. Testin, la PCS, de m'avoir donné cette opportunité d'être parmi vous. Croyez-moi que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de travailler dans un centre de référence, l'IH, surtout le centre, le plus grand centre avec la plus grande file active de malades sur le territoire national, et surtout en pleine pénurie qu'on est en train de vivre actuellement au niveau de notre centre, et la pénurie, je pense qu'elle est presque nationale. Du coup, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que, heureusement, que l'Algérie est un pays à faible prévalence par rapport à l'infection VIH-Sida. On est à moins de 0,1%, mais cette épidémie, elle touche surtout les localisés dans des populations cibles. Donc, c'est déjà heureusement pour nous. La prise en charge du VIH-Sida, comme la prise en charge des autres maladies en Algérie, elle est gratuite. Donc, elle est assurée gratuitement dans des hôpitaux publics, que ce soit pour les résidents algériens ou pour même les migrants. Donc, c'est gratuit. Nous, à Oran, donc, on a la file active la plus importante avec presque, actuellement, on est à 4000 PV-VIH qui sont pris en charge à notre niveau. Heureusement, le centre d'Oran, il était parmi les premiers centres de référence créés en Algérie, ça fait des années. Je tiens à saluer mon maître, professeur Blandla, qui était le chef de service de ce centre, qui est parmi nous. Et du coup, après, en 2015, donc, heureusement, il y a eu l'ouverture d'autres centres à l'ouest d'Algérie et les autres régions d'Algérie, y compris Tlemcen, CHU Tlemcen et CHU Blacklist, qui ont dû prendre d'autres malades et prendre en charge des malades. Mais malgré ça, le reste de nouveaux cas recensés à notre niveau, il ne cesse d'augmenter chaque année. Pour revenir à votre question, les données sur la réalité des traitements, la qualité, la continuité, l'accès aux traitements, les innovations, je voudrais parler avant sur la qualité humaine qui existe en Algérie, médecins, paramédics-soignants, médical, paramédical. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Nous avons des équipes jeunes, des infectiologues. On travaille en collaboration avec les autres spécialités. Je tiens à saluer mon maître, M. Moulay, avec lequel on travaille beaucoup. C'est un gynécologue obstétricien au CHU d'Oran. C'est le premier centre qui a commencé à prendre en charge les malades VIH, les grossesses, etc. Donc on n'a jamais eu de problème par rapport à ces malades. La qualité des classes thérapeutiques en Algérie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un consensus national qu'on doit suivre, celui de 2018 qui a été actualisé en 2021. Par rapport aux classes thérapeutiques, heureusement en Algérie, presque on n'a pas toutes les molécules disponibles dans le monde, mais on a l'essentiel. Par exemple, on a le Truvada, l'Antricitabine, tenofovir qu'on utilise pour la PrEP. On a le Kivixa, la Mivitine, l'Avacavir. Les autres familles, on a l'Efavir qui a été abandonné, les gens commencent à l'abandonner, mais il va être remplacé par heureusement, c'est une nouvelle, la Doravirine qui vient d'entrer, donc il est au laboratoire d'analyse des médicaments, il est disponible. Il va être disponible dans quelques semaines.
Donc les IP, on a toujours eu les IP, donc c'est une classe thérapeutique qui est puissante. Donc, on a toujours utilisé l'Openavir et Tonavir. Le meilleur qui est recommandé actuellement, on l'a, il était disponible actuellement, on l'a plus. Darunavir, boosté par le Reto, l'Azetonavir, Reto. Et les nouvelles molécules, par exemple, la famille des inhibiteurs d'intégrase dont vous avez tout à l'heure parlé, le ratégravir Entrins et l'Olutégravir depuis 2022 qu'on a commencé à utiliser en Algérie, et il est même indiqué comme première ligne, ça veut dire qu'on le donne pour les nouveaux qui donnent de très très bons résultats. Par rapport à la bithérapie et l'allègement thérapeutique, je pense que ce n'est pas pour le moment. Je vais revenir sur cette question tout à l'heure. Donc la qualité, c'est bon. Les schémas thérapeutiques, pratiquement, quand on voit les consensus, hier j'ai vérifié le consensus, le dernier consensus européen des guidelines, octobre 2022, presque on a les mêmes schémas thérapeutiques là-dessus. Mais il reste le problème d'accès au traitement, donc c'est un traitement qui est gratuit, donc il est distribué au niveau des centres de référence. La disponibilité, souvent assurée, mais je ne vais pas vous mentir, on essaie toujours d'avoir les molécules manquantes en contactant, comme il l'a précisé tout à l'heure, Dr. Sid Mohamed, les autres centres, mais les autres centres, ils ne peuvent pas nous approvisionner parce que nous avons beaucoup de malades. Tout à l'heure, je parlais avec Amel, elle m'a dit c'est pas vrai, et peut-être que ça fait 2 semaines que vous n'avez pas de traitement. Effectivement, on essaie de contacter nos collègues, ils nous donnent les traitements parfois, mais la dernière fois, on a reçu un lot de 170 boîtes, comme on a une file active de 4000, si on divise 4000 sur 20 jours pour le mois, parce qu'actuellement, ces derniers temps, on donne le traitement que pour un mois, donc ça fait 200 malades par jour. Donc voir et prendre en charge en consultation spécialisée 200 malades par jour, c'est pas facile. Donc si on reçoit 170 boîtes d'un autre centre, ça fait même pas le traitement pour une journée, même pas pour non malades. Donc les pénuries, les ruptures de stock, surtout actuellement, on manque surtout de la 3e molécule, les 2 premiers, mais c'est pas efficace, donc on n'en parle, donc on n'a pas de traitement. Mais heureusement, pour les cas urgents, surtout les femmes enceintes qui sont pratiquement à terme, et on fait le dépistage, par exemple par la maternité, on a un petit quota qu'on laisse pour ces extrêmes urgences, les femmes enceintes et les primo-infections. Pour améliorer les moyens, à Oran, vous savez, on a une structure qui est très ancienne, donc on rêve d'avoir une structure nouvelle pour améliorer la prise en charge, avoir un laboratoire de virologie sur place pour faire la charge virale CD4, c'est l'idéal. Parce que ce qu'il faut comprendre, prendre en charge le VIH, c'est multidisciplinaire. Sur le plan médical, il faut un infectiologue, il faut un virologue, il faut un pharmacologue, il faut un gynécologue obstétricien pour les femmes enceintes, et il faut un pédiatre pour nous aider pour prendre en charge les enfants, parce qu'en Algérie, c'est les infectiologues adultes qui prennent en charge les enfants. Donc et il nous faut bien sûr la présence et l'assistance des associations qui nous aident beaucoup. Elle nous ramène des nouvelles, des nouveaux cas, elle organise des groupes, ils font un travail impeccable sur le terrain, mais ça reste insuffisant. Et je reste à vous pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr. Zaoui. Je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'il fait absolument un travail remarquable. Moi, je suis allé le voir sur place, là où il travaille, et j'ai vu les conditions dans lesquelles il vit. Et malgré cela, vous voyez un peu l'énergie et l'espoir qu'il a, et la mobilisation quotidienne, extraordinaire. Et le fait d'essayer de connecter avec les autres collègues pour répondre au mieux aux besoins. Mais le système ne le suit pas. Le système ne le suit pas pour lui donner les conditions d'exercice correctes avec ses collègues, avec les autres services, et avec une coordination pour vraiment répondre aux besoins des différentes catégories de la population. Vous avez vu, il est en train de gérer les urgences et les pénuries au quotidien. Et ça, quand même, ça fait
beaucoup de son énergie est détournée par rapport à ce qu'il doit faire en tant qu'infectiologue, en tant que médecin traitant. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage et pour la qualité de votre travail. Je voudrais me tourner vers M. Morin-Sébastien qui nous a présenté ce matin un petit peu la situation dans le domaine des médicaments et de la disponibilité. Je vous rappelle, M. Sébastien travaille au Medicine Patent Pool à Genève, qui est un organisme lié aux Nations Unies et qui vise à faciliter la disponibilité, l'accessibilité des médicaments, notamment, des vaccins aussi, et qui vise aussi à développer notamment peut-être des produits qui répondent mieux aux besoins des pays pauvres et des pays en développement et des pays à revenus intermédiaires comme l'Algérie. Alors, je voudrais justement lui poser la question suivante. Comment un pays à revenus intermédiaires comme l'Algérie, qui ne bénéficie pas du soutien du Fonds mondial, directement, enfin de manière massive, hein, c'est vraiment négligeable, c'est une modestie vraiment remarquable, si j'ose dire, de ce point de vue-là. Même, nous n'avons pas non plus, en tant que pays, le soutien de PEPFAR ou d'autres organismes. Donc comment un pays à revenu intermédiaire qui doit compter que sur ses propres moyens, sur son propre financement, comme l'a rappelé tout à l'heure le docteur Simhan, comment il peut avoir accès et comment il peut s'organiser pour avoir accès à des prix abordables, aux outils de la PrEP, que vous avez évoqué tout à l'heure, notamment de la PrEP orale et de la PrEP injection à action prolongée, mais aussi au traitement, aux ARV, en particulier avec les combinaisons à base de DTG, recommandées par l'OMS, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Quels sont les mécanismes à mettre en place? Parce que moi j'ai remarqué, j'ai fait une étude récemment sur l'approvisionnement en ARV en Algérie. La première chose que j'ai notée, c'est que personne n'a des données sérieuses. Personne. Vous demandez à la PCH sur quelle base vous faites votre exploration du marché mondial. On fait un appel d'offres et on reçoit des données. Mais est-ce que vous savez si pour chaque produit, il y a 15 producteurs ou 2? C'est pas la même chose. On ne fait pas le même type d'appel d'offres lorsqu'on sait qu'il n'y a que Hotman et Sébastien, ou lorsqu'on sait qu'il y en a 150. Pas la même négociation. Deuxièmement, est-ce que vous connaissez les besoins réels de chaque centre, de chaque CPR, etc. Oui, on reçoit des estimations du ministère. Est-ce que vous les vérifiez? Est-ce que vous les croisez avec vos consommations effectives? Ah non, c'est pas notre rôle. C'est le rôle du pays. Ah, c'est les autres. Au niveau du centre, du CHU, d'Oran, d'Alger, ou de Annaba ou de l'Abbas, quel est votre budget pour les ARV? Ah, nous, on n'a pas de budget pour les ARV, on a un budget pour les médicaments. Ah oui. Et comment vous déterminez la part des ARV? Ah ben, ça dépend de ce qu'on nous donne. Qu'est-ce qu'on vous donne? On nous donne chaque année la même chose. Et alors, comment vous savez qu'il faut donner 10%, 30% ou 25% aux ARV? Ah, ça dépend du directeur général, ça dépend du pharmacien de l'hôpital. Donc c'est du bricolage, je m'excuse, on est entre nous. C'est du bricolage à tous les niveaux en 2023. Pour un programme qui a commencé, comme on l'a dit, il y a déjà 30 ans. Et il n'y a pas de système informatique. Je vous donne un exemple. Est-ce que la PCH sait quel est le stock réel au niveau de chaque CHU? Non. Est-ce que le CHU d'Oran sait quel est le stock au CHU Bel Abbas? Non. C'est M. Zawi qui téléphone à celui de Bel Abbas pour lui dire ما عندكش شويه من هذاك لا كنا بعث لي شويه باسكو عندي واحد 5 etc. C'est ce que j'ai constaté. Moi, je partage, permettez-moi de partager pendant 2 minutes avec vous l'expérience que j'ai eue avec une étude récente dans le docteur Simahan Detourou. C'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas un système informatique qui permet de lier, un, celui qui fait les achats, c'est-à-dire la PCH, deux, celui qui décide quels sont les régimes thérapeutiques et quelle est la liste des produits qu'on doit utiliser, trois, l'utilisateur au niveau des CDR, au niveau des établissements. Au moins ces trois entités, bien sûr, qui doivent être informées. Au moins ces trois entités doivent être connectées en permanence pour à chaque fois pouvoir réagir en temps réel
sur la base d'un tableau de bord qui permet de fonctionner. Sur le plan technique, il n'y a absolument aucun problème pour avoir des logiciels qui permettent de lier ces trois entités. Le problème, c'est est-ce qu'on a envie de la transparence, et est-ce qu'on a envie de la coordination, et est-ce qu'on a envie de l'efficacité, et est-ce qu'on veut répondre aux besoins des professionnels et des patients. C'est ça les questions principales. Alors, ma question à M. Morin, c'est quels sont les mécanismes qui permettent de mieux s'informer. Et je pense que la MDP a un objectif avec les bases de données que vous avez mis en place qui permet d'informer les pays de ce qui est disponible. Voilà. À vous, Sébastien. Merci beaucoup pour cette introduction colorée. J'essaierai d'être aussi direct et factuel. Donc, avant de débuter, je pense... S'il vous plaît. J'ai présenté 3 recommandations ce matin par rapport au traitement et à la PrEP. Et je crois que c'est très important au niveau de la prévention. D'abord, I égale I, hein, donc indétectable égale intransmissible. Il faut d'abord traiter toutes les personnes avec le VIH, avec les meilleurs médicaments. Et les meilleurs médicaments en ce moment, recommandés par l'OMS, c'est les médicaments à base de dolutegravir. Autant en première ligne qu'en deuxième. On peut basculer les gens sur inhibiteurs de protéase, on peut basculer les gens sur les favirenz, une vie rapide sur le dolutegravir et on aura généralement des résultats qui sont meilleurs. Et on va même sauver au niveau financier, c'est-à-dire que le dolutegravir, les prix de liste du Fonds mondial sont moins élevés que les prix pour les favirenz. Ils sont moins élevés de facteurs de 2 ou 3 des prix des inhibiteurs de protéase, parce que ces médicaments sont difficiles à produire par rapport au dolutegravir qui est produit à très grande échelle et qui est plutôt facile à produire. On avait 20 millions de personnes l'an dernier qui étaient sur le dolutegravir. On a travaillé avec le gouvernement ici il y a 2-3 ans, donc en 2020, on était capable d'ajouter l'Algérie sur la licence. Et donc, qu'est-ce que ça permet? C'est que l'Algérie peut accéder à la version générique du dolutegravir. Et pas simplement la molécule toute seule, mais aussi la combinaison à dose fixe. Et ça, c'est un produit fait très rare, qui est bien meilleur dans les pays où on a accès au générique que les pays riches. Les pays riches ne peuvent pas avoir le TLD en un comprimé par jour. Et je trouve plutôt inquiétant qu'après 2 ou 3 années d'ajout sur cette licence, de pouvoir faire entrer le générique dans le pays, qu'on voit encore une utilisation qui est si limitée. Quand on regarde le TLD, il y a 14 génériqueurs sur le marché. Ils travaillent tous avec le Fonds mondial, il y a des ententes de prix à longue durée, et les pays peuvent utiliser leurs finances domestiques pour commander via le Fonds mondial. Par contre, évidemment, il y a des pays qui ont des restrictions, où on veut promouvoir l'industrie locale, on veut avoir nos propres appels d'offres. C'est bien, mais il ne faut pas perdre de vue le prix de référence. Si on paie 100, 200 $ par année pour le TLD, eh bien c'est faux, parce que le TLD, via le Fonds mondial, il coûte 50 $ par année. La même chose pour la PrEP. Tout à l'heure, on me disait que la PrEP, les FFTC, coûte 150 $ à l'Algérie. Eh bien, le prix de liste avec le Fonds mondial, c'est 40 à 50, tout dépendant du type de bouteille qu'on achète, des petits détails comme ça. Pour le DTG pédiatrique, c'est hyper important de basculer sur ce médicament parce que l'alternative, c'est quoi? C'est à base de l'opinavir. Les enfants détestent ça, c'est hyper difficile de leur donner. Ils ne vont pas avoir une adhérence bonne et donc ils vont être détectables. Et un enfant qui est détectable, dans les 5 premières années de vie, 50% vont être morts. Et c'est dommage, hein, parce qu'on a un produit qui est facile, un comprimé dispersible, qu'ils peuvent prendre dans un liquide, qu'ils peuvent prendre dans la bouche. Et qui coûte très peu cher. Je regardais les prix ce matin du Fonds mondial, entre 9 et 45 $ par an, dépendamment de la gamme de poids. Et donc, si on rajoute avec ça Pacavir, la Mélizédine, on se retrouve à 40 à 100 $ par an. Donc, c'est moins cher que le Pinavir, et c'est meilleur. Et donc, pour ça, il y a 2 génériqueurs sur le marché. Pour le ALD pédiatrique, donc un seul comprimé par jour pour les enfants, dépendant du poids, ils pourront peut-être prendre 2 comprimés, mais ce sera le même médicament. Eh bien, il y aura 3 génériqueurs cette année sur le marché, et ça va être encore meilleur marché que d'utiliser le lopinavir. Donc, je crois que ce qui est important, c'est que, ce matin, j'ai montré quelques cartes, j'ai parlé de quelques licences. On a les outils sur notre site web, je serais heureux, durant les pauses, d'ouvrir mon laptop et puis vous montrer comment les utiliser. Mais aussi, on peut vous donner des informations. Quels sont les génériqueurs? Qui est la personne de contact? Quels sont les prix de liste?
On peut aussi informer les génériqueurs des appels d'offres que le pays fait. On peut vous connecter et donc, avec ça, avoir un accès à des meilleurs médicaments plus rapidement, moins cher. Je regarde ma liste de trucs à vous informer. Ah oui, deux dernières choses. D'abord, le cabotéravir à effet prolongé, c'est pour le futur. Hein. On pense à 3 à 5 ans avant que les génériqueurs soient prêts. On est en train de travailler avec les compagnies. On va annoncer d'ailleurs dans les semaines à venir quelles sont les compagnies qui ont été sélectionnées pour ça. Elles vont recevoir un support technique pour développer plus rapidement. L'Algérie pourra y accéder, mais il ne faut pas attendre dans 3 à 5 ans. Il faut commencer à penser tout de suite comment on va le délivrer. Ensuite, évidemment, la tendance, il faut bâtir ce système avec la PrEP orale. Parce qu'on aura, même si la délivrance du service sera différente parce que c'est une injection, eh bien, on aura quand même un système en place. On connaîtra un peu quelles sont les préférences des usagers par rapport à la PrEP et quelle est l'acceptance. Et puis évidemment, on regarde vers le futur. Le lenacapavir a été mentionné, c'est un des médicaments auxquels on s'intéresse au MPP déjà, même si c'est encore en études cliniques. Et la même chose pour les médicaments qui sont pour toute maladie. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème d'accès dans un des pays à revenus faibles ou intermédiaires, incluant les pays à revenus intermédiaires comme l'Algérie, eh bien, il faut nous en faire part. Et puis nous, après, on regarde, on fait une étude, et puis on se dit, ah bon, ce médicament-là, il y a vraiment on va arriver à convaincre le détenteur du brevet de nous donner l'accès pour les pays qui en ont besoin. Fabuleux. Voilà. Fabuleux. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Je pense qu'il nous a montré qu'il y a des opportunités au niveau mondial. La diversité, il y a de l'offre, mais il faut être informé, il faut être organisé, il faut se préparer pour justement bénéficier de ces opportunités. Alors qu'aujourd'hui, moi ce que j'ai constaté, malheureusement, c'est que notre pays ne profite pas de ces opportunités et n'utilise pas les mécanismes internationaux au profit de l'approvisionnement des professionnels de la santé, des patients, des malades et de la population. Je pense qu'il y a un travail de préparation par rapport aux nouvelles technologies, par rapport aux nouveaux produits. C'est maintenant qu'on doit faire nos prévisions sur les 3 et 5 prochaines années. Parce que le ministère de la Santé ou le ministère des Finances ne va pas multiplier par 3 ou par 4 le budget si on ne le prépare pas à l'avance et si on ne lui montre pas les économies potentielles et les avantages financiers qu'il aura à introduire ces nouveaux produits qui seront plus efficaces, avec un approvisionnement plus régulier, moins coûteux et plus confortable, et pour les professionnels et pour les patients. Donc je crois que c'est vraiment une leçon extrêmement importante. Merci M. Morin d'avoir partagé avec nous ces informations et d'être disponible pour accompagner le pays dans ce travail.